Imaginez, il y a 34 000 ans, les steppes gelées de Russie, moins 30 degrés. Le vent découpe votre peau comme 1000 lames de rasoir. L'humidité sur vos cils se transforme en glace en quelques secondes, brouillant votre vision. Votre corps est au centre d'une bataille thermodynamique. Si votre température centrale descend en dessous de 35 degrés, votre conscience s'éteindra. Et dans cet enfer blanc, vous ne serez qu'une statistique. Mais maintenant, jouons à un jeu. Je vous dépose au milieu de ce terrain mortel. Dans vos poches, pas d'argent moderne, pas d'or, pas de diamants. Mais pour survivre, vous avez besoin de l'outil que possède quelqu'un d'autre, ce ver volcanique. Si vous ne l'obtenez pas, vous ne pouvez pas chasser. Si vous ne chassez pas, vous gelez. Les films vous ont menti. L'ère glaciaire n'était pas un chaos où des humains primitifs, guidés uniquement par leurs instincts animaux, se battaient avec des bâtons. Là, sous les fondations gelées de la civilisation, fonctionnait un vaste réseau économique, aussi complexe que Wall Street, l'ancêtre de notre système bancaire actuel. Ceci n'est pas une histoire de troc. C'est l'histoire sanglante de la première et plus mortelle invention de l'humanité, l'argent et la dette. Abonnez-vous. L'économie secrète de l'ère glaciaire ouvre ses portes. Les réserves de glucose de votre corps sont épuisées. La seule chose que vous ayez mangée ces dernières 48 heures, c'est de la moelle de renne gelée. Vous êtes parti des côtes d'Hokkaido. Votre objectif est l'intérieur de la Russie. Une marche de la mort de 800 km. Parcourir cette distance n'est pas seulement un défi physique, c'est un pari biologique. Chaque pas brûle des calories. Et à l'ère glaciaire, la calorie est la monnaie la plus luxueuse à dépenser. La charge sur votre dos n'est pas seulement votre équipement de survie, c'est votre capital. Les blocs d'obsidienne brute que vous portez pèsent environ 15 kg. Ce poids vous coûte 60 calories supplémentaires par kilomètre. Votre corps vous supplie d'abandonner cette charge. Votre instinct de survie crie « Lâche ça et sois léger ». Mais vous ne pouvez pas, car ces pierres sont la garantie de votre future nourriture, de votre sécurité et de la vie de vos enfants. Les alvéoles de vos poumons subissent des spasmes à cause de l'air froid. Vos vaisseaux sanguins se retirent des extrémités pour protéger les organes vitaux. Vous avez déjà perdu la sensation au bout des doigts. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter, car le commerce, à l'ère glaciaire, n'est pas une option. C'est un réflexe aussi vital que respirer. Quand vous arrivez au point de rendez-vous avec le groupe opposé, dans la zone rituelle de la grotte de Mano, l'air est lourd d'une odeur de sueur, de fumée, de viande avariée et de tension. Ce n'est pas un marché moderne, c'est un terrain fragile où des étrangers, parlant des langues différentes, capables de s'entretuer, baissent leurs armes pour un besoin commun. Aujourd'hui, quand les archéologues examinent ces pierres, ils voient que chaque volcan a sa propre empreinte chimique unique. Le fait que l'obsidienne provenant de Bingöl et de Cappadoce en Turquie se retrouve à des centaines de kilomètres dans la région du Levant n'est pas un hasard. Pour que ces pierres arrivent là, quelqu'un a dû franchir des montagnes, traverser des rivières et combattre des prédateurs. La valeur du matériel dans vos mains n'est pas du papier et de l'encre comme un billet moderne. C'est du travail stocké et du risque. L'homme en face de vous tend les coquillages qu'il tient. Ce ne sont pas des coquillages ordinaires. Ce sont des coquillages Nassarius, apportés de la Méditerranée, à des centaines de kilomètres au sud, et colorés avec de l'ocre rouge. Ici, un détail technologique critique entre en jeu, la standardisation. Comment deux étrangers peuvent-ils s'entendre
sans connaître la langue de l'autre. Les mesures corporelles entrent en scène, comme dans le commerce de wampum des Amérindiens du Nord. Le marchand en face pose le fil de perles sur son bras. La distance du bout du doigt à l'épaule est une unité. C'est le premier maître de l'humanité, la première bourse. Pourtant, la vraie valeur de ces perles est cachée dans la souffrance de leur production. Ramasser ces coquillages dans l'océan était la partie facile. Le vrai problème, dans un monde sans métal, est de percer des trous microscopiques dans ces coquilles dures. L'archéologie expérimentale montre que percer un seul coquillage avec un outil en pierre prend des heures. Une pression incorrecte et le coquillage se brise, envoyant des heures de travail à la poubelle. Le collier que l'homme en face vous tend est en réalité le produit de mois de travail monotone, qui fait saigner les doigts et abîme les yeux. C'est exactement ce qu'on appelle le coût infalsifiable. Personne ne peut imiter ce collier, car on ne peut pas créer cet objet sans dépenser ce travail. C'est pourquoi vous lui faites confiance. Le silence de l'environnement est coupé par le hurlement du vent à l'entrée de la grotte. Personne ne parle. Les mains sont loin des armes, mais sur le qui-vive. Les yeux pèsent la qualité des marchandises à échanger. Ce silence est le produit d'une pression évolutive de 40 000 ans. Une erreur, une marchandise fausse, un geste mal compris, et c'est la fin pour tout le monde ici. Le chef en face sort un bâton en os. C'est similaire à l'os de loup de 30 000 ans, trouvé en Tchécoslovaquie, Keke ou à l'os d'Ishango, trouvé en Afrique. Il porte 55 entailles, groupées par 5. Ce n'est pas une œuvre d'art, c'est un registre comptable, une reconnaissance de dette. Vous lui donnez l'obsidienne, il ne peut rien vous donner immédiatement en retour. Mais il fait une entaille sur ce bâton. Il fend le bâton dans la longueur. La moitié est à lui, la moitié est à vous. Le système de taille partagée. La dette n'est valide que si les deux morceaux s'emboîtent. La falsification est impossible. Vous ne pouvez pas imiter les indentations microscopiques des surfaces brisées. Cet instant est l'un des plus grands points de rupture de l'histoire humaine. Vous n'échangez plus seulement des biens physiques, vous échangez le futur et la parole. Ce morceau d'os est l'ancêtre du système bancaire moderne, des cartes de crédit et du cryptage numérique. Cette entaille est une obligation sociale. Le prix de ce système est lourd. Vous n'avez pas le luxe de faire des erreurs. Un mauvais calcul, une entaille manquante ou un morceau d'obsidienne de mauvaise qualité mène à un désastre, irréversible. Les archives archéologiques montrent que les groupes coupés des réseaux commerciaux s'isolaient et disparaissaient. C'est ici qu'intervient le mécanisme appelé « cliquet social ». Votre technologie est devenue si complexe que vous ne pouvez plus tout produire seul. L'expert qui fait la pointe de lance, l'expert qui fait le manche, l'expert qui traite le cuir, tous dépendent les uns des autres. Si votre relation avec le marchand d'obsidienne se brise, toute votre tribu reste sans armes. Soudainement, vous comprenez une vérité glaciale. Cette connaissance a coûté cher. Chaque route commerciale a été construite sur des cadavres gelés. Vous apprenez cela en 10 minutes. Mais vos ancêtres ont fait des essais et des erreurs pendant 20 000 hivers pour établir ce système. Le transport de l'ocre rouge extrait de la mine de Ngwenya en Eswatini sur 100 km n'était pas seulement pour se peindre. C'était un contrat d'alliance. Alors que le soleil se couche, la température dans la grotte chute rapidement. À la lumière faible du feu, vous vous souvenez de cette vérité effrayante sortie des sépultures de Sungir. Dans cette tombe en Russie, gisent un homme adulte
et 2 enfants. Mais ce n'est pas une tombe ordinaire. Les squelettes des enfants sont littéralement noyés sous la richesse. Sur eux, il y a exactement 10 000 perles en ivoire. À leur côté, des lances redressées en défense de mammouths. Les archéologues expérimentaux ont calculé le temps de production d'une seule perle. Environ 1 heure. 10 000 perles égale 10 000 heures. Cela signifie qu'une personne seule a travaillé pendant 3 ou 4 ans, sans manger ni boire, juste pour faire des perles. Ces perles étaient cousues sur les vêtements des enfants. C'est la preuve de la différence de classe brutale de l'ère glaciaire et de l'inégalité institutionnalisée. Ces enfants ne pouvaient pas être des chefs de chasse à 10 ans. Ils n'ont pas gagné cette richesse en chassant ou en travaillant. Ils en ont hérité. Même il y a 34 000 ans, il y avait des riches et des pauvres. Certains naissaient au sommet du système et leurs chances de survie étaient mathématiquement plus élevées. C'est là qu'apparaît la différence mortelle entre nous et nos cousins néandertaliens. Ils étaient plus forts. Leurs cerveaux étaient plus grands. Ils résistaient mieux au froid. Pourtant, les fouilles montrent que les matières premières des Néandertaliens ne s'éloignaient jamais de plus de 50 km de leur source. Ils vivaient localement. Nous étions globaux. Quand une sécheresse arrivait, le Néandertalien n'avait nulle part où aller. Mais Sapiens pouvait se réfugier chez la tribu à 500 km de là, qu'il n'avait jamais vue, mais qui lui devait une dette grâce à cette os entaillée. Nous avions une police d'assurance sociale. Le secret de leur extinction et de notre survie était caché dans ces bâtons en os et ces perles. Nous nous sommes endettés les uns envers les autres. La dette nous a liés, et ce lien a été la fourrure la plus épaisse pour nous protéger du froid. En sortant de la grotte, le vent vous frappe à nouveau le visage. Dans votre sac, des coquillages. À votre ceinture, un bâton de dette dont vous avez la moitié. Physiquement, vous avez encore faim, vos muscles tremblent, et la peau au bout de votre nez montre des signes de gelure. Mais, mentalement, vous faites partie d'un réseau gigantesque. Ce réseau vous gardera en vie. Vous continuez à marcher, sous la neige, en serrant fort ce morceau d'os que vos petits-enfants trouveront des milliers d'années plus tard. Car cet os est la seule lueur d'espoir qui brûle dans cette obscurité blanche. En vous éloignant de la grotte, même si la charge sur votre dos s'est allégée, la charge dans votre esprit s'alourdit. Alors que les flocons de neige portés par le vent fouettent votre visage, vous réalisez que l'échange que vous venez de faire n'était pas seulement un échange de biens, c'était une mise à jour logicielle biologique. Pour que ce commerce ait lieu, la seule chose nécessaire n'était pas l'obsidienne ou le coquillage. Vous aviez besoin d'une technologie invisible de plus, un langage complexe. Avec l'étranger en face de vous, vous avez construit un futur qui n'a pas encore eu lieu, en utilisant des concepts abstraits comme si, mais et peut-être. Un chimpanzé peut crier terrible sécheresse d'il y a 40 ans, ou qui se souvient quelle plante fait baisser la fièvre. Dans les groupes de Néandertaliens, on rencontrait rarement des individus âgés. Ils étaient éliminés du système quand leur force physique s'épuisait. Sapiens, en nourrissant ses aînés, a mis la sagesse sous protection. La chance de survie de votre groupe dépend des scénarios de gestion de crise cachés dans les réseaux de neurones de l'esprit de cette femme. Cependant, ce réseau immense a aussi un visage sombre. Les pathogènes, ces coquillages et obsidiennes que vous échangez, ne transportent pas seulement la richesse, mais aussi des ennemis invisibles.
Les échanges de souffle dans des espaces étroits, comme la grotte de Mano, entre des gens venus de géographies différentes. Créent l'autoroute des virus et des bactéries restées isolées jusque-là. Les routes commerciales sont aussi des routes épidémiques. Votre système immunitaire est peut-être sur le point d'être attaqué par un microbe qu'il ne connaît pas du tout. Le premier prix de la mondialisation est l'augmentation de la vulnérabilité biologique. Vous serrez plus fort la fourrure sur votre dos, car le frisson que vous ressentez ne vient pas seulement du froid, mais peut-être de l'éternuement d'un chasseur à 500 km de là. En regardant la vallée devant vous, l'éclat bleu du glacier vous éblouit. Ce feu de camp lointain qui est votre objectif, peut être à la fois votre salut et votre désastre. Survivre à l'ère glaciaire, ce n'était pas seulement lancer une bonne lance ou allumer un feu. Le succès dépendait de l'ingénierie sociale et des protocoles économiques. Ces bâtons de comptage, ces coquillages percés et ces vers volcaniques que vous voyez étaient la tentative de l'humanité de résoudre le problème de la confiance. Aujourd'hui, tout comme vous faites confiance aux billets dans votre poche ou aux chiffres sur votre compte bancaire, eux devaient faire confiance aux entailles sur cet os. Ce système n'a pas été établi par hasard. Des crises, des isolements et des morts massives durant des milliers d'années ont gravé dans nos codes génétiques cette vérité. Si tu ne travailles pas ensemble, tu meurs. Ils n'étaient pas sans plan. Au contraire, chacune de leurs interactions était un mouvement de survie calculé. Aujourd'hui, dans votre maison moderne, vous vous sentez en sécurité avec la nourriture achetée au supermarché. Pourtant, à cette époque, la sécurité nécessitait de marcher 800 km. Mais c'est maintenant. Même si votre sac est plein de biens précieux et que vous avez établi les meilleures alliances, un ennemi sournois se réveille à l'intérieur de votre corps. Vous avez fait le commerce, vous avez votre arme, votre abri est solide, mais vous n'avez pas bu d'eau depuis 12 heures. Manger de la neige à moins 40 degrés fait chuter votre température corporelle à un niveau mortel. Trouver de l'eau liquide est beaucoup plus difficile que de l'échanger contre un couteau en obsidienne. Vous êtes riche maintenant, mais vous avez soif. À l'ère glaciaire, la soif tue beaucoup plus vite et plus silencieusement que la faim. Quand vous perdez seulement 2% de vos fluides corporels, votre performance chute de 20%. Alors, dans un monde où tout est gelé, comment boire de l'eau sans geler? Les réponses sont encore sous la terre. Abonnez-vous à l'ère glaciaire. L'information, c'est la vie. Et notre prochaine leçon portera sur la dynamique des fluides.